Je vous laisse vous présenter peut-être. Oh non, c'est peut-être pas nécessaire puisque c'est une speed vision et on a 10 minutes. D'accord, c'est pour ça. Rentrer dans le sujet. Sans bonnet rouge et sans gilet jaune, vous avez compris, le sujet a été largement débattu dans la table ronde, mais je voulais éclairer un peu cette journée par quelques réflexions que je partagerai avec vous. La première réflexion, je pense qu'elle a vraiment été débattue dans ce premier exposé, c'est qu'on a bien compris que le numérique a tout envahi et on ne le savait pas finalement. On le découvre aujourd'hui quand s'installe en fait ce concept d'intelligence artificielle qui commence à diffuser par une communication extrêmement large. Et on a bien compris qu'il y a deux volets, qui s'additionnent d'ailleurs, la substitution ou l'augmentation. Je pense que c'est très intéressant de le voir comme ça. Mais si vous réfléchissez bien, et si je vous posais la question, on pourrait faire un petit sondage en direct, à qui ça fait peur de confier finalement ces données à un robot ou à un algorithme plutôt qu'à son docteur? Et je pense que la vraie question est là aujourd'hui. Et au fond, cette crainte qu'on a, ce défaut de confiance qu'on peut avoir encore vis-à-vis de l'IA est probablement lié à ce fantasme-là. Parce que depuis le début des temps, et ça a été dit par un des débatteurs, c'est un vieux mythe, un vieux fantasme. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gilgamesh en fait. C'est la recherche de l'immortalité et la recherche de l'homme augmenté. C'est une histoire extrêmement passionnante, c'était il y a plusieurs milliers d'années et on se posait déjà ces questions, je crois que vous l'avez évoqué. En fait, c'est ce fantasme d'être un homme immortel et d'aller jusqu'au bout de l'immortalité. Et pour l'instant, on a trouvé plein de substituts. Si vous réfléchissez bien, la médecine a apporté le cœur artificiel, les prothèses articulaires, puis la peau artificielle, puis on a remplacé les organes les uns après les autres, mais il reste un truc, c'est le cerveau. Et le cerveau, on a un peu de mal. Et finalement, l'IA fait ressurgir ou fait apparaître ce grand fantasme qui est de se dire le dernier organe qu'on ne peut pas substituer, c'est le cerveau, et est-ce que le robot qu'on construit va pouvoir le faire? Et en fait, c'est assez profond comme fantasme, et il fait ressortir des éléments qui ont là aussi été débattus. Finalement, on n'y arrive pas. Et je voulais un peu éclairer cette difficulté par une chose que je trouve passionnante et qui n'a pas été dit curieusement par des neurobiologistes, c'est que le cerveau, il a une particularité, une grande particularité, il est plastique. Et c'est ça qui est génial, on a oublié de le dire, parce que la différence entre l'IA et le cerveau, c'est que le cerveau, il se transforme, contrairement à ce qu'on croyait. Aujourd'hui, vous savez qu'on fait des expériences de transformation du cerveau simplement par des expériences de méditation. C'est très, très célèbre aujourd'hui dans la médecine corps et esprit. La méditation transforme la structure du cerveau. Donc imaginez cette plasticité à tout âge que le cerveau peut avoir. Les philosophes l'ont dit bien avant nous. Il y a un truc que je trouve génial et à méditer, à garder dans notre quotidien, et pourtant il est un philosophe bien ancien. Montaigne disait que la plus grande victoire et la plus grande sagesse d'un homme, c'est de se laisser convaincre par un autre dans un débat. Réfléchissez à ça, c'est très important. L'IA ne saura pas le faire. Elle n'est pas capable d'être plastique et l'IA n'est pas capable d'être convaincue dans un débat par un opposant. Donc je pense que c'est ça qu'on craint peut-être, d'être supplanté par quelque chose qui nous dépasserait et qui remplacerait notre cerveau, mais cette crainte, je pense qu'elle est aujourd'hui purement fantasmatique. Néanmoins, j'ai bien aimé là aussi dans le débat précédent, attention que cette IA ne soit pas alimentée par la face sombre de l'homme. Un homme, les hommes sont les hommes et resteront les hommes bien longtemps. Il y a une face sombre. Cette face sombre, si elle alimente par des datas l'intelligence artificielle, elle fera briller la face sombre et pas la face belle des hommes. Donc attention, c'est un outil qui est à double face comme tous les outils. L'énergie nucléaire, l'atome, on en a fait des belles choses et des choses beaucoup moins belles. Et je pense que ça n'est qu'un outil, on l'a dit, on l'a répété, mais il faudra bien le maîtriser. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, ça a été dit par les bonnets rouges précédents, c'est que la médecine aujourd'hui a des enjeux qu'elle n'a jamais eus. Et des enjeux d'ailleurs qui sont totalement imprévisibles. Ça aussi, c'est une notion qui a été évoquée, que j'aime beaucoup, c'est l'imprévisibilité des choses. On ne peut finalement prédire que ce qu'on connaît, mais vous savez très bien que si on reprend l'histoire de la médecine, qui aurait prédit un certain nombre de grandes épidémies ou de grands problèmes, de grands fléaux, des problèmes de santé publique? Pas grand monde. Donc ce phénomène, on va devoir finalement l'affronter, affronter ces enjeux de demain. Et n'oublions pas, c'est très à la mode depuis hier soir, mais un des grands enjeux qui a été redébattu hier soir par Nicolas Hulot, c'est des enjeux dont on oublie l'importance, qui sont les enjeux
des transformations, bouleversements écologiques, la perte de la biodiversité sur notre planète et tous les clivages nord-sud et autres qui vont s'accumuler, qui auront peut-être des impacts et probablement des impacts sur les problèmes de santé publique qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle algorithmique permette de prévoir ces choses-là. On n'arrive même pas à modéliser le climat, on ne sait pas vous dire quel sera le temps dans 8 jours, donc vous imaginez à l'échelle humaine de cette difficulté de prédire l'imprévisibilité. Seuls les gens qui font de la science-fiction peuvent le faire un petit peu, mais avec beaucoup d'incertitudes. Troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est évidemment comment dépasser ce que fait la médecine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive quand même, on fait des choses magnifiques, hein, mais on arrive quand même dans une forme d'impasse. Et l'impasse est liée simplement à la méthode. C'est très simple. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer très simplement. Et c'est pour ça qu'on a besoin des datas et qu'on a besoin de les analyser. Finalement, la méthode scientifique, on nous l'a apprise, c'est de poser une question, d'utiliser une méthode et d'appliquer une conclusion. Or, si vous posez la question, aujourd'hui, c'est généralement, vous connaissez la réponse. Donc, beaucoup de questions scientifiques et de débats scientifiques se font sur cette méthode expérimentale bien ancienne, qui a produit beaucoup de bénéfices et qui en produit encore, mais qui ne peut pas juger justement de l'imprévisibilité des choses. Donc, on a une nouvelle approche qui est très intéressante, qui est une approche justement parce qu'on est capable de collecter des données en masse, ce qu'on ne pouvait pas faire. Donc ces fameuses big data dont on a largement parlé, aujourd'hui en les collectant, on sait les analyser de façon aléatoire. Et c'est ça qui est génial. Moi, je pourrais vous donner plein d'exemples de maladies. Ce qu'on appelle une maladie, finalement, ça ne veut rien dire. Une maladie, c'est un truc que l'homme a observé, à qui il a donné un nom. Mais derrière une maladie, je suis immunologiste, une maladie, je connais bien la polyarthrite rhumatoïde, vous savez, cette maladie qui détruit les articulations, c'est probablement plusieurs maladies différentes, moléculairement. Donc l'idée, très intéressante de prendre cet exemple-là, c'est d'analyser des milliers, des millions de data et d'avoir aucun a priori. Je n'ai pas d'a priori de la réponse que j'attends. Je ne pose pas de questions. Et j'ai une analyse aléatoire en cluster qui me permet d'obtenir des clusters de réponses qui vont générer des questions scientifiques et qui pourront être analysées. Vous voyez, l'approche, elle est géniale et c'est là qu'on touche quand même un petit peu à l'imprévisibilité parce que le cluster déterminé à la fin de cette analyse, je ne pouvais pas le prédire. Donc il y a quand même une capacité à prédire l'imprévisible. Et je pense que c'est très intéressant si on veut sortir de la médecine d'aujourd'hui, si on veut aller vers la médecine, la fameuse médecine 4P, hein, vous savez, prédictive, personnalisée, préventive, si on veut aller vers de la prévention, ben je crois qu'il faut qu'on soit capable de gérer ces données. Et on dit souvent big data pour la recherche, open data pour les soins. Je pense qu'il faut connecter les deux. Et dans les open data, évidemment, tout est numérique aujourd'hui et le sera de plus en plus par cette connexion qui permet d'avoir des données en vie réelle. On était, vous l'avez dit, dans la chrono-efficacité, on sera dans la chronobiologie. Je voulais finir par un tout dernier point, si je peux, c'est parler de la soutenabilité de ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si on est capable aujourd'hui de soutenir financièrement tout ce qu'on veut faire, mais je pense, et c'est ma mot de conclusion, et c'est l'universitaire qui parle, parce que c'est mon taf, c'est mon job, c'est de former nos jeunes médecins à ce qui sera demain. Aujourd'hui, on ne les forme pas à ce qu'on fera demain, donc ma mission très précise, très opérationnelle, je finis par un message opérationnel, c'est qu'on change les études de médecine, ce qu'on est en train de faire, du 1er au 3e cycle, pour qu'aujourd'hui on puisse enseigner ces notions-là qui nécessiteront absolument des notions d'éthique et de déontologie nouvelles. Et je pense que le numérique et l'IA doit au contraire, en creux ou en sommet, faire briller les valeurs humaines, enfin de ces valeurs-là, qui à mon avis sont fondamentales pour qu'on utilise bien cette nouvelle technologie numérique. J'ai un tout petit peu dépassé. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, professeur.